På surprise simpel, wie geht's? Est-ce que vous avez passé un bon Noël et un bon Nouvel An? Moi, je vous cache pas que je suis encore un petit peu dépressionné parce que c'est janvier et que janvier c'est nul. Heureusement pour Noël, ma Oma elle m'a acheté une guitare et elle m'a dit Simpel, si déjà tu déprimes, t'as qu'à apprendre à jouer du blues. Bon, elle l'a pas dit comme ça, hein, elle l'a dit en alsacien, mais moi je vous fais le traductage parce que sinon vous comprenez pas. Alors ça apprend à jouer du blues, comme ça je fais de l'extériorisement de ma tristitude. Tu te moques pas, Gaël, ça fait que 2 semaines que ça apprend. Mais ça empêche pas que le travail il a recommencé. Alors il faut retourner au bureau et il faut refaire tes réclames. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de NordVPN. Tom de NordVPN, il m'a dit que pour 2026, les assurances elles disent que le plus pire qu'il faut faire attention, c'est les cyberattaques. Une cyberattaque, ça veut pas dire que Skynet il envoie des Terminators pour tirer sur tout le monde. Ça veut dire que ChatGPT il envoie des mails de phishing ou ce qu'il fait croire qu'il est un môme qui a cassé son téléphone ou qu'il est une madame de ces EDF qui vend des panneaux solaires. Toi, tu croyais que l'IA, elle allait détruire le monde avec tes pompes nucléaires, sauf qu'en fait, elle va détruire le monde avec tes démarchages téléphoniques et tes vidéos TikTok. Bienvenue dans le monde réel. Et dans tout ça, NordVPN, c'est un thing que ça aide à faire attention. NordVPN, c'est un VPN, et un VPN, je t'ai déjà expliqué que ça sert à faire croire à Internet que t'es ailleurs que c'est toi. Mais NordVPN, ils font plein de things supplémentaires. Déjà, il y a protection anti-menace contre les malwares et les cookies qui veulent voler tes informations. Ensuite, ils bloquent les pop-up et les publicités d'arnaquement, et puis ils surveillent l'internet noir pour voir qu'est-ce qu'il se passe, et si tes mots de passe sécurisés que tu peux les stocker dans le gestionnaire de mots de passe, ils sont quelque part, ils te préviennent pour que tu les censes. Donc tu oublies pas, le premier risque de piratement sur internet, c'est toi que si tu cliques sur un phishing ou que si tu crois qu'est-ce que ChatGPT il te dit dans le mail de phishing. Et NordVPN, ça sert à t'aider si jamais t'as pas fait assez attention. Faut mettre le lien qu'il est dans la description ou si tu utilises le code AstronoGeek, est une réduction et 4 mois gratuits sur l'abonnement de 200. Et comme d'habitude, si t'es pas content pendant 30 jours, NordVPN il te rembourse. Hop là, moi je retourne m'entraîner. Arrête de flex! Quand on cherche à savoir quelle bataille ou quelle guerre est la plus grande, importante, terrible ou meurtrière de l'histoire, on se rend vite compte que les 2 guerres mondiales du siècle dernier concentrent à elles seules les pires horreurs de toute l'histoire de l'humanité. On citera pour l'exemple la bataille de Verdun qui dura 10 mois et coûta la vie à plus de 300 000 hommes et en mutila 400 000 autres, tout ça pour un résultat stratégique quasi nul. Il y a encore la bataille de Stalingrad qui, en 9 mois, fit 800 000 victimes chez les soviétiques, civils et militaires, et 400 000 chez les forces de l'Axe. Ce demi-siècle de violences extrêmes aura un impact sans précédent sur les mentalités dans le monde entier. Le traumatisme se ressent jusque dans l'art où on voit poindre des œuvres de plus en plus dérangeantes. Mais, au-delà des batailles les plus horribles, vous êtes-vous déjà demandé quelle était la bataille la plus nulle à chier? Bon, évidemment, la bataille épique entre Jojol et Bébert, les 2 poivreaux du quartier qui ont essayé de se battre en bas de chez vous à 2h du mat avant de s'endormir ivre-mort dans les bras l'un de l'autre, pourrait prétendre au titre. Mais aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'événement historique qui, selon moi, mérite le titre de bataille la plus nulle de l'histoire. La fois où l'Australie est entrée en guerre contre des émeus et qu'elle a perdu. Nous sommes en 1932 dans le district de Campion, dans l'ouest de l'Australie. Ah, l'Australie, ce pays merveilleux où tout ce qui est petit et mignon dans le reste du monde est ici gigantesque et terrifiant. Tiens, à ce propos, vous avez déjà vu la vidéo où la ministre de la Santé australienne est interrompue pendant une conférence de presse parce qu'une araignée chasseuse lui grimpe dessus? Vous connaissez pas l'araignée chasseuse? Mesdames et messieurs, l'araignée chasseuse.
c'est une grosse bestiole qui ne tisse pas de toile mais court après ses proies, d'où son nom. Et elle a des réflexes de Jedi, ce qui la rend notoirement difficile à attraper. Bon, par contre, c'est inoffensif. Ou presque. En effet, en Australie, bon nombre d'accidents de la route sont causés par des araignées chasseuses qui se sont cachées à bord de véhicules, comme par exemple au-dessus du pare-soleil, et tombent donc sur le conducteur quand celui-ci l'abaisse, le faisant perdre dans la panique le contrôle du véhicule. De même, vous en avez marre que des pigeons chient sur votre pare-brise ? En Australie, les gens doivent se débattre avec des pigeons de 2 mètres de haut. Ce sont les émeus, le deuxième plus grand oiseau du monde, derrière l'autruche qui peut faire presque 3 mètres. L'émeu, lui, en fait presque 2 de haut pour une bonne 50aine de kilos et peut taper des sprints à 70 km/h. Je disais donc, nous sommes en 1932 dans le district de Campion, dans l'ouest de l'Australie. Les vétérans de retour de la guerre se sont vus offrir par le gouvernement à la fin des années 10 et au début des années 20 de grands terrains dans l'ouest afin de développer l'agriculture dans l'intérieur des terres. Afin de motiver le développement de la culture du blé, l'État promet des subventions. Mais la crise de 29 passe par là et non seulement les subventions n'arrivent pas, mais en plus le prix du blé s'effondre. Des mouvements de protestation se mettent en place, les fermiers menaçant de ne pas distribuer leurs récoltes. Mais l'État n'a plus un rond pour les aider. Des indépendantistes commencent même à faire parler d'eux. Bref, la situation n'est pas vraiment au beau fixe. Et comme les emmerdements, ça arrive jamais seul, il se trouve que chaque année au printemps, c'est-à-dire en septembre puisqu'on est dans l'hémisphère sud, environ 20 000 émeux migrent vers le littoral. Or, les champs de blé sont de gigantesques buffets à volonté et les réserves d'eau installées un peu partout pour l'irrigation font, eux, office de bar. Les 20 000 émeux se transforment donc en une nuée de sauterelles, mais en version très très vénère, et ravagent absolument tout sur leur passage. Ils trouvent même le moyen de frôler les clapiers des agriculteurs, libérant les lapins qui s'y trouvent, ajoutant une dévastation à la dévastation. Or, je vous rappelle que nos braves fermiers qui sont victimes de cette plaie sont des vétérans de la Première Guerre mondiale. Donc ils vont pas se plaindre au ministre de l'Agriculture qui répète en boucle qu'il ne peut rien pour eux, ils vont se plaindre au ministre de la Défense, Sir George Pearce. Et les fermiers demandent le déploiement de l'artillerie. Et le ministre accepte. Déjà là, ça commence bien. Bon, le ministre accepte, mais à quelques conditions. Seuls les militaires en exercice se serviront des armes, et les fermiers fournissent nourriture, logement et payent les munitions. Pour Pearce, ça fera un entraînement aux militaires et permettra au gouvernement de se faire bien voir des fermiers, ce qui, compte tenu de la situation de grogne générale, ne pourra pas faire de mal. En octobre, l'intervention militaire commence. Le major Meredith de la 7e batterie lourde du régiment d'artillerie arrive avec ses hommes, le sergent McMurray et l'artilleur O'Halloran, quelques troupes et 2 fusils mitrailleurs Lewis. Bref, les militaires se mettent en place, mais une période de pluie disperse les émeux et retarde le début de l'opération de plusieurs semaines. Nous sommes le 2 novembre 1932 à Campion. Un groupe de 50 émeux a été aperçu. Le major Meredith se dit que c'est une bonne cible pour se faire la main. Les artilleurs se mettent en place et, arrivés à portée des oiseaux, ouvrent le feu. Mais le bruit des détonations effraie les animaux. Et au lieu de fuir en troupeau, ceux-ci se dispersent en courant dans tous les sens. Les artilleurs ayant ouvert le feu en ayant les émeux à portée, mais néanmoins à grande distance, ils ne parviennent pas à les toucher. Une deuxième tentative un peu plus tard leur permettra d'en tuer une poignée. Ça dépend des sources, mais en gros, moins d'une dizaine. Le surlendemain, le major Meredith et ses hommes rencontrent un groupe bien plus imposant de près d'1 millier d'oiseaux. Pendant que des locaux servent de rabatteurs, ils leur tentent une embuscade. Cette fois-ci, ils attendent que les animaux soient vraiment proches d'eux avant d'ouvrir le feu. Mais malgré le déluge de plomb qu'ils leur expédient, ils ne parviennent qu'à en tuer 12. Le reste du troupeau prend la fuite et les malheureux artilleurs ne verront plus un émeu de la journée. Dans les jours qui suivent, Meredith et ses hommes se dirigent vers le sud, où la rumeur dit que les oiseaux sont plus habitués à l'homme et donc moins farouches. La réalité, c'est qu'il n'est pas possible de rabattre les oiseaux au même endroit comme un troupeau de bétail. Ils s'éparpillent invariablement. Le major Meredith, qui commence à en avoir plein le cul, décide de monter l'un des fusils mitrailleurs sur un camion
et de leur donner la chasse. Problème, nous sommes en rase cambrousse avec un vieux bahut des années 30. Meredith et ses hommes lancent le camion à toute berzingue à la poursuite des émeux, mais le sol inégal fait cahoter le camion, rendant la visée de l'artilleur quasi impossible. En outre, les oiseaux qui, je vous rappelle, sont de fins coureurs, distancent rapidement leur poursuivant de métal, qui terminera cette épique course-poursuite encastré dans une clôture. Une semaine après le début de la campagne, 2500 cartouches ont été tirées et 50 oiseaux abattus. Le major prendra la peine de préciser dans son rapport qu'aucun de ses hommes n'a été blessé durant les opérations. Enfin, ceci dit, je donne pas cher des oreilles de ce gars-là. Devant un pareil fiasco, le gouvernement ordonne le cessez-le-feu et le retrait des troupes. Mais c'est pas 50 individus en moins qui vont refroidir les ardeurs du reste des piafs mangeurs de récolte. Pire, la sécheresse qui commence rend les animaux suffisamment audacieux pour qu'ils s'aventurent dans le clos des exploitations. Les fermiers demandent donc le retour de l'armée, ce que le Premier ministre valide totalement. Le ministre de la Défense lui emboîte alors le pas, soutenant la nécessité de cette opération devant le Sénat, et renvoie Meredith et ses hommes sur le terrain le 12 novembre. Entre le 13 novembre et le 10 décembre, les artilleurs s'efforcent d'abattre les oiseaux envahissants. À la fin de la période et après 10 000 cartouches tirées, Meredith annoncera un total de 986 oiseaux abattus. Il apparaît évident pour les militaires que bon nombre des oiseaux s'enfuyant sans difficulté et sans laisser paraître de blessures ont en fait bel et bien pris des coups. L'armée a surestimé la stupidité des émeux et sous-estimé leur résistance aux balles. En effet, Meredith dira de ces animaux « Si j'avais une division militaire aussi résistante aux balles que ces oiseaux, je pourrais faire face à n'importe quelle armée du monde. Ils peuvent faire face à des fusils mitrailleurs avec la même invulnérabilité que des tanks. On dirait les Zoulous sud-africains que même les balles expansives n'arrêtent pas. » On précisera quand même qu'en plus du millier d'individus abattus, on estime à 2500 le nombre de ceux qui ont succombé à leurs blessures après leur fuite. Mais ça fait quand même toujours pas 1/5 des oiseaux nuisibles abattus. L'histoire de la guerre des émeux commence à faire parler d'elle et des voix s'élèvent en Angleterre contre cette extermination d'une espèce rare et endémique. En Australie, l'ornithologue Hubert Whittle qualifie l'opération de destruction massive. Dominic Serventi, un autre ornithologue australien, dira quant à lui « Le rêve de ces artilleurs d'un tir à bout portant sur une masse compacte d'émeux s'est vite dissipé. Il paraît évident que le commandement émeu a ordonné la mise en place de tactiques propres à la guérilla, et son armée s'est rapidement dispersée en d'innombrables petites unités qui ont rendu l'usage du matériel militaire inefficace. Les forces armées déployées sur le terrain, découragées, se sont retirées du champ de bataille en moins d'un mois. Oui, effectivement, c'est moqueur, parce que, plus que l'opération en elle-même, c'est son cuisant échec qui va en faire parler. Aujourd'hui, la guerre des émeux est devenue un mème sur internet avec tous les détournements qui l'accompagnent. Mais malgré ce fiasco, les fermiers locaux demanderont encore l'assistance de l'armée en 1934, en 1943 et en 1948. En effet, loin d'être une espèce menacée, les émeux ont tendance à pulluler quand ils trouvent leur subsistance dans les cultures humaines. Néanmoins, le gouvernement refusera l'envoi de forces armées. À la place, il va mettre en avant un système de primes. Pour chaque cadavre d'émeu livré, vous repartez avec de l'argent. Dès 1934, le système s'avère efficace avec plus de 57 000 primes réclamées en 6 mois. De même, le gouvernement va commencer à distribuer des aides à l'érection de grillages, qui auront en plus le mérite de s'avérer aussi efficaces contre les dingos et les lapins. Néanmoins, le nombre croissant d'émeux fera quand même débloquer en 1950 par le gouvernement un demi-million de cartouches des réserves de l'armée qui seront distribuées aux fermiers afin de faire face à l'envahisseur. Guérilla contre guérilla. Voilà comment, en 1932, l'Australie a déclaré la guerre à des oiseaux et a perdu, faisant de cet événement l'un des plus ridicules de l'histoire militaire. Levez les yeux au ciel, soyez astronogeek et à la revoyure.